Nous voici à la fin du 19e siècle. Un parfum d'insouciance flotte dans l'air du temps. Ah, c'est la belle époque, mais pas pour tout le monde. Si les nantis sont les premiers à bénéficier des progrès et des inventions techniques, dans ce domaine, c'est véritablement l'explosion. Les Belges restent préoccupés par des conditions de travail souvent pénibles. La Première Guerre mondiale approche. Personne ne la voit venir. La Belgique est trop occupée à conquérir les grands marchés du monde. La belle époque est placée sous le signe de la lumière. Quelle magie! Ces petites ampoules qui nous éclairent la vie, il a fallu les inventer, les fabriquer. Dans les années 1880, on réussit à maîtriser l'électricité et surtout, on commence à la produire de manière industrielle. La vraie révolution est bien là. L'électricité va se répandre partout, à la vitesse de l'éclair. Le public est invité à lui rendre hommage dans des palais prestigieux conçus à sa gloire, à Paris comme à Bruxelles. En vérité, on la découvre. L'électricité est une attraction. Il faut séduire le public pour le convaincre. La foule se presse et la magie opère. À cette époque, l'économie de la Belgique explose. Son industrie lourde tourne à plein régime, au travail, à feu continu, 24 heures sur 24. La Belgique de 1910 est la deuxième puissance industrielle d'Europe et la troisième du monde. L'électricité va donner un formidable coup de pouce au progrès technique. Désormais, le bonheur est dans le tram. Le tram vicinal rapproche les villes des campagnes. Les relations entre les gens changent. Les familles se rencontrent plus souvent. Les Belges prennent la mesure de leur pays. On peut véritablement dire qu'ils le découvrent. Parce que le tramway se glisse partout. Dans les villes, il est devenu très vite le moyen de transport le plus utilisé et le moins cher. Tram, je dirais tout le monde. Ça peut être le curé, ça peut être le notaire, ça peut être les agriculteurs, les habitants qui doivent aller au marché, par exemple. C'est une des caractéristiques des horaires de l'époque, ce sont les marchés. Mais qui prend le tram, ce sont aussi les marchandises. C'est le charbon qui arrive dans les localités par le tram, ce sont les pierres, le sable, ce sont aussi des betteraves, par exemple. On transporte des champs vers les râperies, vers les sucreries. Les tramways à l'américaine tirés par des chevaux disparaissent. C'en est fini du claquement des sabots sur le pavé. Cet homme, c'est Édouard Rampin. Parti de rien, il a bâti un empire. C'est lui qui est à l'origine de l'aventure des tramways belges et du métro de Paris. Le 20 avril 1894, les premiers trams électriques roulent pour la première fois à Bruxelles. Ils relient la gare du Nord à la gare du Midi. Très rapidement, l'ensemble de la capitale sera équipé d'un réseau de trams aménagé avec une remarquable ingéniosité. On peut dire que Édouard Rampin était d'abord une sorte de prototype, c'est-à-dire que l'action, comme on dit au cinéma, se passe au tournant du 19e et du 20e siècle. Et il y a à cette époque-là, en Belgique précisément, une sorte d'homme assez singulière qui va véritablement peser sur l'évolution des choses en Europe. Et ce sont des hommes qui consacrent leur vie à l'industrie, qui sont des imaginatifs, qui sont aussi des pragmatiques. Et en ce sens, je pense que Édouard Rampin est un personnage emblématique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, bon d'abord est parti de rien, c'est le fils d'un prolétaire, enfin en l'occurrence d'un petit instituteur du Hainaut, il n'a pas d'argent, il ne fait pas d'études, et puis si on le retrouve 20 ans plus tard, c'est un homme qui est milliardaire, c'est un homme qui a semé des idées et des réalisations dans le monde entier. Effectivement, après avoir misé sur le développement de l'industrie électrique nationale, Édouard Rampin se lance à la conquête des marchés extérieurs. Mais c'est l'Égypte qui le fascine. Le pays des pharaons exerce sur lui une telle séduction qu'il finira par en adopter quelques-unes des coutumes.
Mais Ampin n'est pas un touriste. Homme d'affaires avisé, il lance la construction des tramways du Caire et il ne s'arrêtera pas là. Il va créer une ville en Égypte. Et créer une ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter des hectares de sable et construire dans le sable une ville tout entière. Et il va en être propriétaire. Alors là, il faut faire un gros effort d'imagination parce que Édouard Ampin, la ville s'appelle Héliopolis, va posséder non seulement toutes les habitations, toutes les maisons qu'il a fait construire, mais il va posséder l'électricité, la voirie, les transports, absolument. Il va construire un terrain d'aviation. L'expansion économique belge est présente partout. Les industriels vont exporter notre savoir-faire et nos produits jusqu'en Chine. Comme Jean Jadot, ingénieur, voyageur sans frontières et grand spécialiste des chemins de fer. C'est lui qui construit les 1300 km de voies ferrées qui relient Pékin à Ankéo. La Russie attire aussi les Belges. Il figure au premier rang des investisseurs étrangers présents dans l'Empire russe. Et ce n'est pas rien. En réalité, chaque grosse entreprise métallurgique belge a envoyé là-bas des commissions techniques. Objectif? Évaluer les chances de succès de nouvelles implantations industrielles. Ah, c'est du business, pas de l'aide au développement. Il ne faut pas se tromper. Coquerie des Solvay engage le pari. La Russie, c'est le nouvel Eldorado. Les projets se succèdent. On ne compte plus les chantiers. À la fin du 19e siècle, 10 000 ouvriers belges travaillent en Russie. Et le mouvement s'accélère. Si elles veulent rester concurrentielles, les entreprises doivent investir. Elles ont donc besoin des banques. La place de Bruxelles prend de plus en plus d'importance. Pour certains, la bourse est un divertissement. On spécule, on vend, on achète. Ah, il arrive que l'on s'effondre. C'est la règle du jeu, très à la mode à la belle époque. La bourse est un phénomène évidemment tout à fait fascinant. Pourquoi est-il fascinant? Bruxelles est une place absolument secondaire en 1870. C'est à la faveur de la guerre franco-allemande et de ses conséquences financières que Bruxelles va prendre son essor. Alors, je disais, c'est passionnant parce qu'effectivement, les années 1890, avec la ruée des capitaux belges en Russie, et puis, je dirais, ces vagues spéculatives, il y a des modes. Alors, la loi belge de 1873 est en train de sortir tout à fait ses effets. Étant donné que la croissance reprend, l'abondance de capitaux est une évidence, et la création de sociétés belges, à l'étranger notamment, encourage des placements. Cette abondance de capitaux permet à la ville de se refaire une beauté. On investit dans l'immobilier. Des projets d'aménagement urbain prennent forme. Bruxelles change de look. D'ailleurs, les traces en sont toujours visibles aujourd'hui. L'urbanisme va devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus harmonieux, en phase avec le paysage, beaucoup plus paysager justement. Alors qu'au milieu du 19e siècle, l'urbanisme qui est prôné est un urbanisme de rues en damier, orthogonal, finalement beaucoup plus banal. Alors qu'au XXe siècle, l'urbanisme fait la part belle au végétal. On est face à une verdurisation de la ville très intéressante, auquel justement les façades répondront, et les façades Art Nouveau particulièrement. L'Art Nouveau s'inscrit dans une tendance de la ville où la rue est une fête, où on essaye véritablement de faire de la voirie publique un espace de beauté et d'art. Et donc on est dans une véritable émulation. Les architectes voudront évidemment montrer tout leur savoir-faire. Et l'Art Nouveau, parfois, va s'imposer comme une surenchère d'originalité, d'inventivité, qui contribuera justement à cette fantaisie de l'espace public. Le chef de file de l'Art Nouveau, c'est Victor Horta, le voilà. Il veut libérer l'architecture des formes néoclassiques et néogothiques toujours en vogue à l'époque.
Horta va utiliser les matériaux de son temps comme l'acier et le verre. Son inspiration, il la puise dans l'univers végétal. Il multiplie les lignes fluides et les arabesques. Horta, il a envie de lumière, il a envie que ces espaces s'ouvrent à la lumière extérieure, s'ouvrent aussi à un espace complètement éclaté, tout à fait rénové aussi, c'est-à-dire qu'il rejette entièrement ces pièces en enfilade, il a envie qu'on puisse monter, descendre, et donc c'est surtout ça sa particularité. C'est une chose peut-être auquel on est moins sensible lorsqu'on pénètre dans ces maisons, parce qu'on est surtout attiré par ces décors, mais il est vraiment le premier, en tout cas en Belgique, à révolutionner la manière de vivre dans une maison. Il est tout d'abord surtout bien accueilli par une élite bourgeoise, franc-maçonne, libérale et socialiste. Ce sont finalement des gens qui ont envie d'un autre type d'architecture, puisque il faut dire aussi que les catholiques vénéraient une architecture très traditionnelle, donc les libéraux ont envie d'autre chose. Et donc, au départ, Horta, ça serait une chance aussi pour lui parce que ce sont des gens qui ont énormément de moyens, mais Horta va avoir la possibilité de faire éclater tout son savoir-faire auprès de ces gens qui vont vouloir vivre dans un autre type de maison. La Maison du Peuple, place Van der Velde à Bruxelles, est l'une des réalisations majeures de Victor Horta. Elle représente la synthèse de son œuvre et porte les espoirs du jeune parti ouvrier belge, le futur parti socialiste. Elle sera hélas rasée en 1965. Cette destruction aveugle dont je viens de vous parler, c'est Bruxelles qui en fera les frais dans les années 1960-70. On ne classait pas les bâtiments qu'ils méritaient, on les rasait, point. Mais ça, on en parlera plus tard. Par contre, avec Léopold II, grand bâtisseur, on va faire le contraire. Les villes sont transfigurées, les architectes deviennent des urbanistes. Le roi a de l'argent et quand il tombe amoureux d'une ville, je vous prie de croire qu'il le fait savoir. Ostende. Ostende a eu beaucoup de chance. L'histoire d'Ostende est en effet étroitement liée à la famille royale. Ce magnifique portique promenoir du front de mer traduit le rêve de Léopold II, qui investit une partie de sa fortune personnelle pour embellir la ville et lui donner de la classe. La belle Ostende devient la cité balnéaire la plus en vogue à la Belle Époque. Si la reine, Marie-Henriette, prend les eaux à Spa, eh bien c'est ici à Ostende que l'on rencontre régulièrement son époux. À l'invitation du roi, de nombreuses personnalités du Gotha séjournent volontiers à Ostende, comme le Shah de Perse en 1900. Cette même année, la ville accueille 300 000 touristes séduits, attirés, aspirés par le prestige des familles royales. Ostende cultive le luxe, le raffinement et les huîtres. Elles étaient tellement savoureuses qu'on les exportait jusqu'à la cour du tsar de Russie. La gare maritime d'Ostende est le terminus continental des trains de rêve, comme l'Orient Express. On découvre enfin le plaisir des bains de mer. Mais la discrétion est une priorité absolue. Les madames se font conduire jusqu'aux premières vaguelettes dans des cabines de bains mobiles. Évitez la foule et surtout ne pas être surprise en flagrant délit de bains de pied. On joue sur l'image qu'il faut donner de soi-même, voir et être vu. Sur la digue l'après-midi, nonchalance et mascarade, ou au Cursal en soirée, excitation et exotisme. Rénové avec faste en 1905, le Cursal offre toutes sortes d'attractions, French Cancan et tutti quanti. La plupart du temps, on joue à guichet fermé. Quand il fait beau, ça arrive. L'hippodrome Wellington draine des milliers de parieurs. L'argent coule à flot, on dépense sans compter, allez, on flambe.
Mais la réalité des uns n'est pas celle des autres. Le monde rural connaît une condition bien différente. Cette famille d'aujourd'hui est l'héritière d'un passé qui ne souriait pas tous les jours. Quand Ostende s'amusait, dans les campagnes on tirait le diable par la queue. Les conditions de logement des paysans sont précaires. 10 personnes partagent souvent les 2 ou 3 pièces d'une petite maison. Promiscuité, absence totale d'hygiène, maladie et sous-alimentation. Les enfants travaillent avec leurs parents. C'est le temps des petits métiers. La belle époque, je vous le disais, mais pas pour tout le monde. C'est une période qui va être marquée essentiellement par des à-coups. En ce sens qu'il y a un progrès tout à fait considérable par rapport au passé récent, en ce qui concerne certaines conquêtes assez légitimes, comme celle de la loi sur le contrat de travail, sur la durée du temps de travail des femmes, des enfants, sur le repos hebdomadaire, sur le temps de pause dans le travail des femmes, par exemple dans les ancêtres des grands magasins. Dans le même temps, il est évident que c'est comme si l'on avait soulevé le couvercle d'une bouilloire, et ce qui se passe tout simplement est que de fil en aiguille, et cela jusqu'à la guerre de 1914, l'on assiste régulièrement à des poussées de fièvre sociale, marquées notamment par des grèves. Le monde ouvrier est donc sous tension. En 1900, la grève est totale dans les verreries de Charleroi. Les travailleurs réclament le suffrage universel, mais aussi le droit d'être syndiqués. Le sang coule à Bruxelles et dans le Hainaut. En 1907, c'est le port d'Anvers qui est paralysé. Les dockers exigent des augmentations de salaire. Certains d'entre eux iront même jusqu'à demander qu'on expulse les ouvriers étrangers. Déjà. Le travail reprend après une grève de 3 mois qui aura secoué l'économie du pays. Et les hommes politiques dans tout ça? Comment réagissent-ils aux conflits qui agitent la société? Sont-ils oui ou non sensibles aux problèmes sociaux? Mais sont-ils conscients de leur responsabilité envers le peuple? Ils avaient évidemment un agenda politique bien différent de ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc les gens se déplaçaient en calèche. Les ministres, d'aucuns habitaient des châteaux en province, venaient 2 jours, 3 jours par semaine à Bruxelles, et encore, il n'y avait pas de téléphone. On s'écrivait des lettres. Et donc tout se passait très très calmement. C'était des gens qui étaient au fond assez imperméables, aux problèmes sociaux, à la grande injustice dont les ouvriers et les travailleurs étaient les victimes, et 2, aux problèmes linguistiques. Ils trouvaient tout à fait normal qu'en Belgique, tout se passait en français. Ce qui empoisonne la vie politique en ce début du XXe siècle, c'est le Congo, dont Léopold II est propriétaire. Les Belges n'ont jamais été séduits par les ambitions coloniales du roi. L'opposition à sa politique africaine se durcit quand la presse belge et internationale dénonce les conditions de travail et les souffrances infligées aux populations indigènes. Elles sont effroyables. Libéraux et socialistes contestent le pouvoir colonial du roi qu'ils jugent barbare. Sous la pression, Léopold II cède le Congo à la Belgique. En 1908, notre pays devient responsable d'une colonie en Afrique centrale. Léopold II est vieillissant. Les Belges ne le connaissent pas. Les Belges ne l'aiment pas. Ils lui reprochent sa folie des grandeurs et ses nombreuses aventures galantes avec de trop jeunes femmes. Il meurt le 22 décembre 1909 après 44 ans de règne. Trop grand pour un si petit pays, écrira-t-on plus tard d'un homme qui avait toujours eu le sentiment d'être au-dessus des lois et des convenances. Léopold II n'avait pas d'héritier direct. C'est Albert, son neveu, qui lui succède.
Albert Ier, c'est une toute autre personnalité. Il a épousé Elisabeth de Wittelsbach, duchesse de Bavière, dont il est vraiment amoureux. Un mariage d'amour, une famille de 3 enfants, c'est une première pour la Belgique. Lorsqu'il traverse les rues de Bruxelles, le roi déclenche l'enthousiasme de la foule. Albert Ier prêtera le serment constitutionnel en français et en flamand. C'est une surprise et un signal fort. Nous sommes le 23 décembre 1909. Albert a déjà conquis le cœur des Belges. Il est réservé, assez timide, mais il développe des pensées bien à lui. Il veut tout voir par lui-même. Il aime ce qui est raisonnable, scientifique. Il a une passion pour tout ce qui... Il aurait été un bon ingénieur. Hein, tout ce qui est moto, avion, train, bien sûr. Et ça va lui donner une capacité d'aborder les choses avec une certaine originalité. En même temps, il est de son temps. Il fait partie de cette grande aristocratie internationale de la fin du XIXe siècle et il en a aussi un certain nombre d'idées, notamment le fait qu'il y a une fidélité au sein de cette caste. Mais cette fidélité à laquelle Albert Ier reste attaché est bientôt mise à mal. Il va s'en apercevoir lorsqu'il reçoit son cousin, Guillaume II, empereur d'Allemagne, en visite officielle à Bruxelles. Nous sommes en 1911. Albert n'est pas naïf. Les fastes de la réception n'ont pas réussi à dissimuler les intentions belliqueuses de l'Allemagne. Le roi a compris. Il sait que son armée n'est pas opérationnelle. Il va encourager les dirigeants politiques à renforcer l'armement. Des crédits sont votés pour équiper la marine nationale de nouvelles canonnières qui défendront l'Escaut. D'autre part, le service militaire obligatoire institué par Léopold II entre en application. Les Belges ne se doutent pas de la menace qui se profile. Ils sont davantage préoccupés par les difficultés de la vie quotidienne. Les prix augmentent sans cesse et le progrès technique ne joue pas en faveur des classes laborieuses. En 1913, une grève générale paralyse le pays. Les différents gouvernements tentent de faire face. Le Parti catholique est au pouvoir depuis 40 ans. Mais avec l'apparition du Parti ouvrier belge et l'affirmation des libéraux de gauche, les catholiques vont devoir composer. 40 ans de gouvernement catholique, ça marque profondément. Au fil du temps, le monde catholique, ce pilier catholique, qui va de l'école à l'église évidemment, mais en passant par l'organisation des soins, en passant partiellement par l'organisation de la distribution des vivres et autres par le biais des coopératives. Prenons le cas du Bon Grain, qui est une coopérative d'origine catholique. Bref, cette organisation extraordinaire est en fait une preuve d'une certaine prise en compte des aspirations, disons, plus sociales. Et il est clair aussi qu'à ce moment-là, l'opposition, que cette opposition soit socialiste ou qu'il s'agisse de l'aile gauche du Parti libéral, lentement mais sûrement s'organise aussi pour damer le pion au monde catholique. Les maisons du peuple se multiplient. Au début du XXe siècle, on compte 1800 coopératives socialistes en Belgique. Lors des grèves, elles soutiennent les ouvriers. À Gand, en 1905, la boulangerie Vooruit livre 10 000 pains par jour, tant en Flandre qu'en Wallonie. Ces coopératives reliées au Parti socialiste ne font pas que du pain. Elles favorisent aussi l'adhésion de nouveaux et nombreux militants. Les travailleurs font donc savoir qu'ils ont droit au respect et à un traitement digne. Mais on s'en doute, il faudra batailler ferme. Les journées de travail à l'époque, c'est 12 heures et parfois plus sans compter les déplacements. Les ouvriers gagnent peu, sont épuisés, ils vivent sans confort. En fin de journée, il n'est pas rare qu'ils se retrouvent au cabaret, qui appartient la plupart du temps
au patron. Les cafés ont toujours été des lieux de convivialité. Pour les ouvriers de l'époque, ils représentaient un véritable danger. Le mouvement ouvrier est fort, mais je lui vois deux faiblesses. On boit trop et on lit peu. Ce n'est pas une image d'Épinal, c'est effectivement un fléau, et un fléau qui a donc une conséquence, même si là on est un peu dans la caricature, une conséquence sur la vie de la famille en général, puisque ayant touché la paix en nature auprès du caissier, prenons le cas d'un charbonnage, mais en sortant, c'est évident que l'on va boire son péquet et qu'une fois les péquets accumulés, eh bien, il ne reste pas grand-chose en termes de sous. Les campagnes en faveur de la sobriété ne font pas dans la dentelle. Elles jouent sur la peur, mais n'atteindront jamais leur but. C'est un fait. Les enfants des classes ouvrières ne vont pas à l'école. Mais parce qu'ils travaillent pour aider leurs parents à boucler le budget. Or, sans instruction, pas d'emploi. L'école devient un enjeu politique majeur. Les rivalités catholiques socialistes s'y expriment farouchement. L'État s'engage dans un programme de construction scolaire. On ne déboursera plus un centime pour envoyer ses enfants à l'école. Bravo! À cette époque, les problèmes linguistiques surgissent dans tous les secteurs de la vie publique. La question est exprimée sans fioriture par un avocat de Charleroi, écrivain et homme politique socialiste. On sait de quoi il parle. Il a participé à la lutte scolaire. Mais cette fois, Jules Destrée marche sur un terrain sensible. Il plaide pour une sorte de séparation entre la Flandre et la Wallonie. En 1912, il écrit au roi une lettre qui fera l'effet d'une bombe. Il y affirme sans détour: Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Wallons et des Flamands. Il n'y a pas de peuple belge. Mais dans leur grande majorité, les Belges se sentent peu concernés par ces questions linguistiques. Dans les villes embellies, la classe moyenne jouit d'une prospérité nouvelle qui se perçoit ici mieux qu'ailleurs. On flâne dans les parcs, on marivaude et on tombe amoureux et on le montre. Oh, c'est nouveau ça. On ne s'ennuie pas. De grandes manifestations accompagnent les progrès scientifiques. Et le couple royal lui-même indique la voie des expositions universelles. Les Belges se précipitent à Bruxelles, à Gand, à Liège ou Charleroi. On y découvre les plus belles vitrines du monde. Les pays lointains, au parfum de mystère, fascinent des populations qui n'ont pas encore goûté au charme des voyages. C'est de la folie. Les projets les plus intrépides se réalisent. Vous imaginez ça, vous voler, s'envoyer en l'air et y rester? Ah, évidemment, il y a toujours les perplexes, les rabat-joie, mais ils n'auront pas raison, les trompent la mort. En 1908, le rêve devient réalité. Et c'est Pierre de Carters qui est le premier Belge à s'élever à 5 mètres au-dessus du sol. Un exploit. Très vite alors, on perfectionne les machines. Et les avions décollent sous les yeux d'un public qui vient chercher le grand frisson. Les pilotes sont la coqueluche des femmes. Ce sont les dieux du ciel. L'automobile, elle a l'air de celle-là qui on ne la fait pas. Sa cavalerie est sous le capot et on devine très vite qu'elle sera accessible à tout le monde. La voiture incarne le mythe absolu, l'objet de tous les désirs.
Avec elle, c'est comme si on découvrait la liberté. Dans les premiers salons de l'automobile, c'est l'affluence. Les carnets de commandes se remplissent, les grandes marques internationales apparaissent et les voitures de fabrication belge se taillent un beau succès. On les dit solides, confortables. Elles sont assemblées avec soin. L'industrie automobile belge va connaître de très belles années de prospérité. Les voitures participent aux grandes courses internationales, sorte de corrida pour 4 roues où le danger est permanent. On relève des blessés, des morts après chaque épreuve. Aucune mesure de sécurité. Avec leurs moteurs monstrueusement puissants et leurs roues de bicyclette, les voitures ne peuvent pas tenir la route. Maintenant, on aime organiser les choses, rassembler les gens, créer des événements. La Fédération d'athlétisme de Belgique permet ainsi à nos champions de participer aux premiers Jeux olympiques à Paris en 1894. La bicyclette connaît un succès foudroyant. Les pelotons traversent nos campagnes. Oh, mes enfants, le Tour de France n'est plus loin. Mais de tous les sports, c'est le football qui s'imposera comme sport de masse. Les clubs d'aujourd'hui ont rendu le foot accessible à tout le monde, mais au moment où il est né, c'était loin d'être le cas. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'était plutôt les classes aisées de la population. Ça, c'est pour une raison assez simple, c'est que les classes plus laborieuses n'avaient pas le temps. On n'était pas à la semaine des 5 jours, ni même des 6 jours. En plus de ça, ça coûtait cher. Les classes aisées pratiquaient des sports relativement huppés comme l'escrime, comme l'aviron, mais aussi même le football qu'on était tout à fait à ses débuts, à la fin du siècle passé. Ce n'était pas du tout un sport populaire à l'époque. Le foot, n'oublions pas de le dire, nous vient d'Angleterre. Dans un premier temps, d'ailleurs, la plupart des clubs avaient des appellations britanniques, anglaises. C'est le cas, par exemple, de l'Antwerp, qui est le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est-à-dire le plus ancien, le Greathold, comme on dit pour l'Antwerp. Et presque partout, il y avait au moins un club avec un nom à consonance anglaise. Et un autre phénomène est arrivé aussi, mais ça, c'est malgré tout plus tard. Ce sont, je veux dire, les pressions politiques, parfois même religieuses, mais surtout politiques. Donc la plupart des petites villes, des villages, même des grandes villes, avaient un club qui représentait le parti catholique ou le parti socialiste ou le parti libéral et surtout au niveau de l'enseignement. Donc par exemple à Tournai, maintenant c'est fini, il n'y a plus qu'un club à Tournai, c'est logique, mais à l'époque le Racing était le club catholique qui ne recrutait quasiment et à un moment donné exclusivement dans les écoles libres et l'Union Tournai ne recrutait que dans les écoles officielles. La rivalité catholique laïque jusque dans les vestiaires, enfin. Cela dit, la popularité des champions va susciter l'intérêt des Belges pour tous les sports. En 1906, il y a tout juste 100 ans, le premier comité olympique belge marque la séparation définitive entre sport amateur et sport professionnel. Vous le voyez, ça bouillonne partout. Le côté divertissement de masse, exposition, compétition internationale. Mais c'est ça aussi la belle époque. Une époque au cours de laquelle les arts, et la peinture en particulier, vont se renouveler, adopter d'autres techniques et porter un regard désenchanté sur le monde. Il y a là les grandes figures comme James Ensor, Félicien Rops, mais d'autres vont pointer leur bout du nez. C'est une période très riche. De tout temps, la Belgique a été attentive au développement des mouvements artistiques. Ils s'expriment chez nous avec vigueur. Les grandes expositions sont couronnées de succès, les musées, les galeries attirent de plus en plus d'amateurs d'art. La belle époque ne dément pas ces tendances profondes. On assiste même à un renouveau des arts. La prospérité économique laisse entrevoir un monde moderne qui inquiète. Beaucoup de peintres exprimeront à la fois la nostalgie d'un temps qui s'efface et leur angoisse face au péril qui s'annonce.
Les styles sont très multiples, n'est-ce pas? Parce que nous sommes, au fond, à cette époque-là, dans toute l'Europe, en pleine mutation, si je puis dire. On est à la fin du siècle, il y a le renouveau qui est dû à l'expressionnisme, qui est dû au pointillisme, qui est dû à tous les ismes qui commencent à naître à cette époque-là et qui font un bouleversement total de la peinture qui sera évidemment bloqué par la guerre 14-18. Les courants artistiques qui traversent l'époque sont rudement critiqués. La libre esthétique, ancien groupe des 20, réunit les artistes qui veulent défendre des options inédites. C'est Octave Mauss qui est à l'origine de ce mouvement. Octave Mauss était un Bruxellois, c'était un avocat de son métier et qui avait mis sur pied ce groupe des 20 et qui a ensuite modifié l'appellation en libre esthétique et qui a voulu donner justement à l'art en Belgique, et non seulement à la peinture, mais aussi aux arts graphiques, mais aussi à la musique, une place prépondérante en organisant des salons tous les ans qui, hélas, ont été arrêtés par la guerre 14. La reine Elisabeth participe à cette idée d'une reconquête de l'art. Musicienne elle-même, elle décide de soutenir les artistes, peintres, écrivains. On découvre une reine bien moins effacée qu'on ne l'imaginait. Plusieurs grands noms ont influencé la littérature de l'époque. L'un d'eux, Maurice Maeterlinck, chantre du symbolisme, est toujours aujourd'hui notre seul prix Nobel de littérature. On devrait pouvoir dire qu'il n'arrive aux hommes que ce qu'ils veulent qu'il leur arrive. Nous comprendrons toujours assez difficilement qu'il soit nécessaire de mourir pour devenir immortel. Il est puéril de se demander où vont les choses et les mondes. Ils ne vont nulle part. Et ils sont arrivés. Du symbolisme à l'expressionnisme, une autre grande figure des lettres belges, un poète, Émile Verhaeren. Émile Verhaeren est évidemment le chantre, je dirais, de la Belgique au sens global du terme, parce qu'enfin, il est d'origine cantoise, mais il s'exprime en français. Il chante la plaine flamande, mais il chante aussi les villes. Donc c'est un poète extrêmement polyvalent, dont le chant, si je puis dire, est très ample, très ouvert, très libre aussi, très belge dans une certaine mesure, parce que son vocabulaire emploie souvent des adverbes et a une charge poétique qui est très belle. Je me souviens du village près de l'Escaut, d'où l'on voyait les grands bateaux passer, ainsi qu'un rêve empanaché de vent et merveilleux de voiles. C'est là que je vécus mon enfance angoissée, parmi les gens de peine et de métier, corroyeurs, forgerons, calfats et charpentiers, avec le fleuve immense au bout de ma pensée. Nous sommes en 1914. Le pays vit ses derniers moments d'insouciance. À l'exception du roi, du gouvernement, des journalistes et des diplomates, rares sont nos compatriotes qui osent imaginer le pire. La vie continue et conserve une apparente tranquillité. On se rassure. Notre neutralité, pense-t-on, suffira à nous protéger. Mais les signes sont pourtant bien là. La situation internationale se dégrade brutalement avec l'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914. Entraînés par leurs engagements respectifs, les grandes puissances provoquent un conflit généralisé. Pour atteindre la France, les Allemands n'ont qu'une seule possibilité, traverser la Belgique. Malgré le refus catégorique du roi Albert, l'armée allemande viole notre territoire le 4 août 1914. Le jour même, le roi se précipite au Parlement et il déclare: un pays qui se défend s'impose au respect de tous. Ce pays ne périt pas. Quand le roi, le 4 août, annonce ça dans son discours du trône, qui est un très très beau discours, eh bien,
il cristallise, il témoigne de ce qui se passe vraiment dans l'opinion publique belge. Il est vraiment en phase, parce que le 3 août, c'était la colère. Et d'ailleurs, il y a des Belges qui vont jeter des pavés dans les vitrines des magasins allemands, molester quelques résidents allemands. Donc vraiment une colère, une indignation et une détermination à défendre l'honneur. Comment peut-on croire que les Belges vont baisser leurs culottes quelque part? Il n'en est pas question. Le jour de l'invasion allemande, la Belgique dispose de 180 000 hommes. Notre armée est en pleine réorganisation, mais elle résiste malgré tout à la terrifiante puissance germanique. C'est une guerre d'usure qui s'annonce, une guerre des tranchées. Le premier conflit mondial est caractérisé par une ligne de front continue qui ne sera jamais rompue avant 1918. Les tranchées, la boue, les rats, la vermine et l'odeur des cadavres. C'est le dernier territoire des soldats. Leur tombeau. Un enfer. Les pertes sont extrêmement lourdes. Repliée sur le front de l'Isère, l'armée belge livre un combat désespéré. Pour bloquer l'ennemi, le roi Albert a une idée de génie. Il fait ouvrir les écluses de Nieuwpoort. Toutes les positions allemandes sont inondées. Encouragés par ce succès, les soldats belges montrent plus d'acharnement que jamais à défendre les derniers hectares du pays. Et le roi et la reine sont présents sur le terrain. Le ministre se trouvait en France, au Havre. Et donc, il craignait bien entendu d'être refoulé vers la mer, comme ça a été le cas au cours de la Deuxième Guerre mondiale avec Dunkerque. Mais ils avaient cet espoir qu'ils défendaient une cause juste et qu'ils allaient gagner. Et ils ont tenu pendant 4 ans. Il ne faut pas oublier que la guerre des tranchées en 14-18 a été épouvantable. Et c'était une guerre où les armées ne bougeaient pas. Ils restaient pendant une année dans la même tranchée. Et donc ces gens ont fait preuve d'une immense opiniâtreté. Et finalement, ils ont vaincu. Les souffrances des populations civiles sont terribles durant cette guerre. Les Allemands font régner la terreur partout. Ils saccagent les villes, les villages, pillent les maisons et massacrent leurs habitants. Les gens se cachent, se terrent, se taisent. Toute activité disparaît. Le pays s'effondre. La vie quotidienne est très difficile, très dure pour les Belges en 14-18, puisque à part la Belgique libre, c'est-à-dire le front, toute la Belgique est occupée. Donc évidemment, tout à coup, l'économie s'arrête, en tout cas elle est presque paralysée complètement. Et la vie quotidienne des Belges, ça va être surtout et avant tout survivre. Manger, se nourrir, se chauffer, ça va être avant tout ça, la vie quotidienne des Belges en 14-18. Mais dans les villes, très vite, on va se rendre compte du drame que suscite l'occupation allemande. Et donc, on va essayer de créer des œuvres. Il y a déjà des œuvres préexistantes à la guerre, évidemment. La philanthropie est très importante à la fin du 19e siècle. Et puis, on va créer toutes des œuvres qui vont venir au secours des gens. Une des premières choses qu'on va faire, c'est la soupe populaire dans les écoles, pour que les enfants mangent au moins sur l'heure du midi. Et puis on va créer d'autres œuvres qui vont bientôt être chapeautées par le CNSA, le Comité national de secours et d'alimentation, dirigé par Ernest Solvay, par Francky, par les plus grands industriels de l'époque, qui vont tenter de gérer toutes ces œuvres, vraiment ce foisonnement d'œuvres énormes à Bruxelles, mais aussi dans tout le pays, pour en fait essayer de véritablement nourrir, chauffer, aider la population dans tous les domaines. C'est au cours de cette période éprouvante que les Belges découvrent la vraie nature de leur souverain. La reine et le roi n'ont qu'une seule préoccupation: soutenir et réconforter la population, soulager la détresse des enfants, souvent orphelins. Toutes les familles sont éprouvées par la guerre, toutes connaissent des drames. Le martyre du peuple belge va émouvoir le monde entier. L'aide humanitaire arrive de partout.
spécialement des États-Unis, qui finissent par entrer en guerre, à nos côtés, en 1917. Le roi est un modèle de courage et de dévouement. C'est ici, sur le front où il est présent quasiment tous les jours, qu'il va bien mériter son titre de roi chevalier. Il est le seul chef d'État à être dans les tranchées avec ses hommes, à rester sur le front avec ses hommes, ce dont ces hommes lui seront reconnaissants. Il va aussi être très soucieux de la vie de ses soldats. Donc l'armée belge va perdre peu d'hommes comparativement aux autres armées. Si on prend simplement la comparaison Belgique-France, dans l'armée belge, 1 homme sur 50 meurt, dans l'armée française, 1 homme sur 6. Donc il n'y a pas de commune mesure. La reine Elisabeth, elle aussi, a décidé d'être là. Elle participe à la mise en place des services d'aide de la Croix-Rouge. Elle accompagne médecins et infirmières sur le front. Elle se dépense, sans compter, nuit et jour. Elle transforme l'hôtel Océan de La Panne en un centre de chirurgie de 1000 lits. La reine est téméraire. Elle ne recule devant rien. L'idée même du danger lui semble étrangère. Elle aime le danger et elle aime aller vraiment à la rencontre des yas, l'équivalent du poilu, le yas. Parler avec eux, savoir ce dont ils ont besoin, comment ils voient les choses, ce qui fera qu'aux côtés du grand héros national, eh bien, il y a une grande héroïne nationale qui est son épouse. La Belgique a résisté sur le front. Les soldats ont versé leur sang sur les champs de bataille. Mais la population civile, elle aussi, a participé à la lutte. Souvent de manière clandestine, comme Gabriel Petit, 23 ans, membre des services de renseignement. C'est un personnage qui, dans la mémoire de la Première Guerre mondiale, va connaître une des plus grandes consécrations héroïques qu'on puisse avoir, c'est celle d'Emmanuelle Scolaire. Elle va s'engager dans la Croix-Rouge, elle va finalement passer la frontière et être approchée à Folkestone par des Britanniques qui veulent lancer des réseaux de renseignement. La Belgique va connaître toute une série de réseaux de renseignement. Il y a quand même plus de 7000 personnes qui vont y participer, dont 300 seront fusillées. Et elle va être très courageuse et donner toute une série d'excellents renseignements. À côté de ça, elle distribue des livres belgiques clandestines, donc la presse clandestine est prohibée. Mais un agent double va la dénoncer. Elle sera prise par les Allemands. Elle ne parlera pas. Donc elle va accepter de se dénoncer elle-même, mais pas du tout ses compagnons d'armes. Et finalement, elle sera fusillée en criant « Vive le roi, vive la Belgique ». Les États-Unis sont entrés dans le conflit en 1917. L'armée allemande est épuisée. 1 an plus tard, la Première Guerre mondiale prend fin. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. C'est la fin d'un long cauchemar. Les Belges sortent vainqueurs de cette épreuve. Les troupes connaissent enfin la démobilisation. Elles défilent sur les grandes avenues de la capitale, devant le roi et la reine, sous les applaudissements d'une foule qui retrouve sa liberté. Pour le couple royal, commence alors une longue série de joyeuses entrées dans les villes du nord et du sud du pays. Albert Ier et Elisabeth sont follement acclamés par la population. La victoire a été chèrement acquise. Elle est bien celle de tout un peuple. La Belgique est libre, mais sa santé économique est catastrophique. Le pays compte 850 000 chômeurs et 2 millions d'assistés. Les Allemands n'ont laissé que des ruines. Il faut reconstruire le pays et répondre enfin à la question du suffrage universel. Ce sera chose faite en 1919. Mais pour les hommes seulement. Les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. Dès la fin de la guerre, le mouvement flamand devient plus radical. Les marches flamandes se succèdent, uniformes et drapeaux en tête.
Les frustrations s'expriment à travers une polémique. La Belgique aurait traité injustement les soldats flamands en les obligeant à remplir des missions dangereuses, en leur donnant des ordres en français qu'ils ne comprenaient pas, en leur faisant donc payer plus cher le prix de la guerre. Cette controverse alimente le nationalisme flamand axé sur la séparation et l'autonomie de la Flandre. Des revendications qui mettent en cause l'idée même d'un État belge. Hier ons Blut, wanneer ons Recht. Nous avons versé notre sang ici. Quand reconnaîtra-t-on nos droits? Le mouvement flamand qui s'affirme va engager la Belgique sur la voie des réformes. Elles transformeront le pays. Et nous le verrons la semaine prochaine. La condition des travailleurs va s'améliorer. La durée du travail sera fixée à 8 heures. 8 heures par jour. Voilà une loi qui rendra la vie des Belges plus souriante. Et moi, je suis très souriante, car je vous dis à bientôt et bonne fin de soirée.